Une étude de l'OMS a révélé que plus d'une femme sur 3 dans le monde vivra une relation émotionnellement abusive au cours de sa vie. Et dans l'immense majorité des cas, l'abus ne commence pas avec un coup, mais avec un silence. Si tu es tombé un jour sur un pervers narcissique, tu sais exactement de quoi je parle. Ce moment où la personne qui disait t'aimer commence à t'ignorer. Froidement. Sans explication. Sans raison. Et toi, tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu doutes. Tu t'éteins. Tu deviens l'ombre de toi-même. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Car le silence, dans les mains d'un manipulateur, est une arme. Une méthode bien rodée pour te briser sans laisser de traces. C'est l'arme préférée dans les relations toxiques. Le cœur du contrôle dans un couple toxique. Et si tu cherches à comprendre comment détruire un pervers narcissique, la première étape, c'est de voir clair dans son jeu. Tu crois que tu es trop sensible? Tu crois que c'est toi le problème? Tu crois encore que ce silence est juste passager? Non. Ce silence est fait pour te contrôler, pour t'obliger à courir, à supplier, à douter de ta propre valeur. Une autre statistique? Selon la docteure Ramani Durvasula, spécialiste des troubles de la personnalité, plus de 80% des victimes de manipulateurs disent avoir souffert davantage du silence que des cris. Et ça, personne ne t'a appris à t'en protéger. Alors aujourd'hui, tu vas tout comprendre. Tu vas découvrir pourquoi il ou elle t'a ciblé. Pourquoi tu te sens vidé, obsédé, perdu. Mais surtout, tu vas apprendre comment reprendre le contrôle. Avec la psychologie, la philosophie stoïcienne, et les preuves scientifiques les plus récentes. Si tu es, ou as été dans cette situation, laisse un like maintenant. Tu peux aussi partager ton histoire, ou simplement écrire merci en commentaire si tu préfères rester discret. Parce que cette vidéo n'est pas juste un contenu. C'est un tournant. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais face à un narcissique qui nous ignore, ce n'est pas de l'irritation que l'on ressent. C'est un vide, une angoisse, une spirale mentale qui commence sans prévenir. Pourquoi est-ce que ça me fait autant de mal? Pourquoi ce silence pèse-t-il plus qu'une insulte? C'est là que commence la manipulation. Et ce n'est pas un ressenti subjectif. C'est prouvé. En 2003, une étude menée par le Dr Kipling Williams, chercheur en psychologie sociale, a révélé que le rejet social active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Oui, littéralement. L'IRM fonctionnel montre que lorsque quelqu'un vous ignore délibérément, votre cerveau réagit comme s'il recevait un coup. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait biologique. Le cortex singulaire antérieur, responsable de la souffrance physique, est activé lorsqu'on vous inflige le silent treatment. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, disait que l'âme devient ce à quoi elle prête attention. Et quand un narcissique vous ignore, vous ne pensez plus qu'à ça. Il vous coupe de tout le reste. Ce n'est pas un hasard, c'est une technique. Dans les mécanismes de domination narcissique, l'indifférence devient une forme de punition. Le silence est utilisé comme une seringue remplie de doutes. Vous commencez à vous remettre en question, à vous dire que vous avez mal agi, qu'il ou elle va peut-être ne jamais revenir. Et plus vous êtes lucide, plus cela vous ronge. Le silence du narcissique est une stratégie documentée dans les manuels de manipulation émotionnelle. Il provoque une réaction chimique, chute de la sérotonine, déséquilibre dopaminergique, activation de la peur de l'abandon. C'est une prise d'otage affective qui repose sur un principe, le manque crée l'obsession. Selon le psychologue Patrick Carne, spécialiste des dépendances affectives, l'ignorance volontaire est l'un des outils les plus puissants du narcissique, car il crée chez l'autre une dépendance plus forte que l'attention elle-même. Freud parlait déjà de déplacement libidinal. Lorsque l'objet du désir se dérobe, l'esprit le surinvestit. Le silence du narcissique devient alors plus parlant que 1000 mots. Il devient un écran sur lequel vous projetez vos peurs, vos espoirs, vos blessures anciennes. Ce n'est pas une absence, c'est une présence fantôme. Une voix muette qui vous contrôle à distance. Des études de l'université de Purdue ont montré que les personnes qui subissent régulièrement le silent treatment développent des troubles anxieux, de la dépression, une baisse de l'estime de soi, et parfois des formes de dissociation mentale. Et pourtant, ce comportement est souvent banalisé. Il est même excusé. On entend, il ou elle a besoin de temps, tu te fais des films. Non, ce n'est pas du silence, c'est une technique de pouvoir. Un levier émotionnel. Un outil de domination froide. Mais ce qui rend l'arme si puissante, c'est que vous ne pouvez pas l'affronter. Vous ne pouvez pas discuter avec un silence. Vous n'avez aucun levier pour vous défendre. Vous êtes suspendu à une réponse qui ne vient jamais. Et pendant ce temps, votre système nerveux tourne en boucle. Cortisol en hausse. Rumination constante. Vous perdez le sommeil, l'appétit,
la concentration. Tout ça à cause de quelques heures, quelques jours, sans un mot. Le stoïcien Sénèque écrivait que souffrir avant que le mal n'arrive, c'est souffrir 2 fois. Et c'est exactement ce que provoque l'ignorance narcissique, une souffrance en boucle, avant même de savoir s'il y a un problème réel. Car le silence laisse tout l'espace au doute. Et le doute, c'est le terrain préféré du narcissique. Il n'a même plus besoin de vous rabaisser. Vous le faites vous-même. Certains vous diront que vous êtes hypersensible, que vous êtes trop fragile. Mais il faut savoir que 92% des victimes de relations toxiques rapportent avoir subi le silent treatment comme forme principale de punition. Ce n'est donc pas une hypersensibilité. C'est une stratégie massive, utilisée partout. Dans les couples, les familles, les environnements professionnels. C'est une arme sociale silencieuse, mais d'une efficacité redoutable. La neuroscience appelle cela un stress social prolongé. Un état qui, s'il dure, affecte même la structure de votre cerveau. Le stress chronique lié à l'exclusion ou à l'indifférence peut altérer la mémoire à court terme, désactiver les circuits de récompense, et créer une hypervigilance émotionnelle. En clair, vous devenez esclave de cette absence, prisonnier d'un signal vide. Mais la question la plus profonde est celle-ci. Pourquoi ce silence vous atteint-il autant? Pourquoi vous, maintenant? Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension. Car souvent, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le premier silence que vous subissez. Et il y a de fortes chances que cela réactive un schéma ancien. Une blessure d'attachement. Un traumatisme ignoré. Et le narcissique, sans forcément le savoir, vient appuyer exactement là où ça fait mal. Le stoïcisme, la psychanalyse, les neurosciences convergent sur un point. Le silence est un message. Il ne dit pas rien. Il dit « je contrôle ce lien ». Il dit « je décide quand tu existes ». Et tant que vous ne reprenez pas cette autorité intérieure, ce silence vous définira. Alors maintenant, ce n'est plus une question de comprendre pourquoi il ou elle vous ignore. C'est une question de reprendre votre place, de réintégrer votre voix, et de découvrir ce que ce silence révèle sur vous. Mais pour cela, il faut savoir pourquoi vous avez été ciblé. Car ce n'est pas un hasard. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. On croit souvent que le narcissique choisit au hasard, qu'il se jette sur la première personne venue, comme une tempête sans trajectoire. C'est faux. C'est même l'inverse. Un narcissique sait exactement à qui il s'adresse. Il ne cherche pas la résistance, il cherche l'ouverture. Et s'il vous ignore aujourd'hui, s'il utilise sur vous le silence comme une lame invisible, c'est parce qu'il a senti quelque chose chez vous. Quelque chose de précis. Une faille, une lumière, ou les deux. Car oui, ce sont souvent les personnes les plus lumineuses qui deviennent les cibles les plus idéales. Freud parlait d'un principe de répétition inconsciente. Ce besoin profond que nous avons, sans le savoir, de rejouer les scènes de notre passé. Et c'est là que ça devient terriblement personnel. Si vous avez grandi dans un environnement où votre valeur dépendait du regard de l'autre, si l'amour était conditionné à votre performance, à votre silence, à votre obéissance, alors vous êtes déjà vulnérable. Le narcissique le repère en quelques minutes. Sans en être conscient parfois. Mais c'est là. Il sent que vous êtes prêt à vous remettre en question dès qu'il retire son attention. Et c'est tout ce qu'il lui faut. Carl Jung disait, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Si vous vous demandez pourquoi cela vous arrive encore une fois, pourquoi vous êtes encore en train de souffrir du silence d'un autre, c'est peut-être parce que votre inconscient cherche à guérir quelque chose. Et que le narcissique, aussi destructeur soit-il, en devient malgré lui le déclencheur. Une étude de 2015 menée par l'Université de Washington a révélé que les narcissiques préfèrent les personnes ayant un fort taux d'empathie combiné à une faible estime de soi. Pourquoi? Parce que ces personnes cherchent constamment à comprendre l'autre, à excuser, à réparer, et qu'elles doutent souvent de leur propre valeur. Autrement dit, elles deviennent des cibles parfaites. Elles pardonnent vite. Elles culpabilisent dès qu'elles posent une limite. Elles veulent bien faire. Elles veulent que tout aille mieux, même si cela signifie s'oublier. Le narcissique ne cherche pas une personne faible. Il cherche une personne perméable. Quelqu'un qui absorbe, qui se tait, qui donne trop. Et très souvent, il trouve ça chez des personnes généreuses, sensibles, brillantes même. C'est ce qui rend la manipulation encore plus violente. Parce qu'elle ne s'attaque pas à une carence, mais à une richesse mal protégée. Des études de psychologie de l'attachement montrent que les individus ayant un attachement anxieux sont bien plus susceptibles de tomber dans les griffes d'un narcissique. L'attachement anxieux, c'est ce besoin profond de proximité affective, mêlé à une peur panique du rejet. Dès que l'autre se retire, même pour un court instant, la panique s'installe. Et le narcissique, en ignorant, en se rendant inatteignable, active ce levier avec une précision chirurgicale.
Il devient votre obsession. Parce qu'il incarne ce que vous craignez de perdre. L'amour, la reconnaissance, la sécurité. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Beaucoup de personnes ciblées par des narcissiques n'osent pas reconnaître ce qui se joue. Elles minimisent. Elles espèrent encore. Et c'est justement ce silence, cette attente, cette oscillation permanente entre « tout va bien et je vais exploser » qui les enferme. Mais il y a plus subtil encore. Le narcissique choisit souvent une personne qui renvoie une image forte. Quelqu'un de stable, fiable, respecté. Car il ne s'agit pas seulement de dominer, mais aussi de puiser dans l'énergie de l'autre. Cela peut être un collègue brillant, une femme profondément intuitive, un homme calme et généreux. Ce n'est pas votre faiblesse qui attire, c'est votre puissance non maîtrisée. Votre lumière non protégée. Et c'est cette lumière que le narcissique veut contrôler, éteindre ou déformer. La psychiatre Judith Orloff, spécialiste des personnalités vampirisantes, explique que les narcissiques sont comme des détecteurs d'âmes ouvertes. Ils sentent la brèche. Ils entrent par l'admiration, les compliments, la séduction. Puis ils testent. Une fois qu'ils voient que vous doutez de vous, ils passent à la phase 2, la disparition. Le silence. Le test ultime. Celui qui vous fait supplier pour revenir à l'étape d'avant. Mais l'étape d'avant était déjà une illusion. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Alors voici une idée fondamentale à déconstruire. Vous n'êtes pas ignoré parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous êtes ignoré parce que cela lui donne du pouvoir. Parce que vous avez quelque chose qu'il veut contrôler. Et ce quelque chose, c'est souvent ce que vous n'avez même pas encore pleinement reconnu en vous. Il ne faut pas confondre responsabilité et culpabilité. Ce n'est pas votre faute si vous avez été ciblé. Mais vous avez aujourd'hui la responsabilité de comprendre pourquoi vous ressentez ce vide si intensément. Parce qu'à l'intérieur de ce vide, il y a une porte. Celle qui mène à vos blessures anciennes. À vos besoins non exprimés. À votre puissance oubliée. Le narcissique ne choisit jamais quelqu'un par hasard. Et si c'est vous qui l'a choisi, c'est que vous avez en vous des ressources immenses. Mais pour les récupérer, il va falloir briser le cycle de la dépendance émotionnelle. Et cela commence par comprendre ce qui se joue en vous à chaque fois qu'il disparaît. Alors maintenant que vous comprenez pourquoi vous avez été choisi, il faut comprendre pourquoi vous ressentez cette absence de manière aussi violente. Pourquoi votre esprit tourne en boucle, pourquoi vous êtes accroché à ce silence. Et c'est là que le cerveau entre en scène. Passons à la suite. Il y a quelque chose de plus fort que la raison. Quelque chose de plus rapide que la pensée. C'est le besoin de reconnaissance. Et quand un narcissique vous ignore, ce n'est pas simplement l'absence de mots qui vous touche. C'est ce que votre cerveau en fait. Il interprète, il amplifie, il déforme. Il transforme une simple absence en alerte rouge. Parce que, biologiquement, être ignoré équivaut à être en danger. Les neurosciences sont formelles. Dès qu'une personne à laquelle vous tenez vous prive d'attention, votre système de récompense s'active à la recherche du moindre signal. Une goutte de message. Un regard. Un like. Un retour. Peu importe. Votre cerveau entre dans un état de veille permanente. Et plus rien d'autre ne compte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une boucle neurologique. Le professeur Matthew Lieberman, expert en neurosciences sociales à UCLA, a montré que le rejet social active les mêmes régions cérébrales que le sevrage d'une drogue. La dopamine chute. La sérotonine s'effondre. Vous devenez obsédé par la possibilité d'une réconciliation ou d'un signe. Vous vous refaites le film. Vous scrutez les détails. Vous réécrivez l'histoire pour trouver une explication logique à ce silence. Mais il n'y en a pas. Et c'est là que le piège se referme. Le narcissique ne vous a pas forcément promis quelque chose de clair. Il vous a donné juste assez pour déclencher l'attachement. Puis il vous a retiré cette dose. Et comme le dit la psychologue Hilary Jacob Sandel, le manque crée plus d'addiction que la satisfaction. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Une technique utilisée dans les jeux d'argent, les drogues et les relations toxiques. Imaginez une machine à sous. Vous ne gagnez pas à chaque fois. Mais parfois. Et c'est cette incertitude qui vous rend accro. C'est exactement ce que fait le narcissique. Il disparaît, puis revient sans prévenir. Il vous ignore, puis vous gratifie d'un petit mot. Et votre cerveau, affamé de validation, réagit comme s'il avait retrouvé l'oxygène. L'addiction se renforce. Vous commencez à croire que le problème vient de vous. Que vous devez faire quelque chose pour mériter à nouveau son attention. Vous entrez alors dans un état de validation compulsive. Carl Jung avait averti. Ce que vous ne rendez pas conscient vous revient sous forme de destin. Tant que vous n'avez pas compris que votre cerveau est en train de jouer contre vous, vous resterez prisonnier.
Car il faut bien le dire, votre cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la récompense. Et la validation d'un narcissique, même toxique, est ressentie comme une récompense. Voilà pourquoi vous restez. Voilà pourquoi vous espérez. Dans une étude menée par l'université de Stanford, des chercheurs ont montré que l'activation du circuit de récompense est 10 fois plus intense lorsqu'elle est précédée d'une période de frustration ou de manque. Cela signifie que lorsqu'un narcissique vous ignore, puis vous envoie un simple « ça va », votre cerveau libère une explosion de dopamine comme s'il vous avait sauvé la vie. Et pourtant, c'est lui qui vous a plongé dans l'apnée. Sénèque, lui, l'avait déjà compris sans IRM. L'homme est troublé non par les choses, mais par la vision qu'il en a. Et ce que vous voyez dans l'ignorance du narcissique, ce n'est pas du mépris, c'est de l'espoir. C'est là que votre cerveau vous trahit. Il vous pousse à croire que vous pouvez encore réparer, encore faire mieux, encore plaire. Et c'est cette quête de validation qui devient votre poison. Le plus cruel, c'est que cette recherche est souvent ancrée dans une mémoire plus ancienne. Elle ne commence pas avec ce narcissique. Elle réactive un programme plus profond. Peut-être une relation parentale instable. Peut-être un manque de reconnaissance chronique dans l'enfance. Le psychiatre John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, expliquait que les schémas affectifs précoces déterminent notre seuil de tolérance au rejet. Si, petit, vous avez dû mériter l'amour, si vous avez été ignoré émotionnellement ou conditionnellement valorisé, vous êtes déjà programmé pour courir après la validation. Et le narcissique n'a même pas besoin de le savoir. Il appuie là où ça fait mal. Il laisse le silence faire le travail. Et pendant ce temps, vous vous videz. Vous devenez ce que le stoïcien Épictète appelait un pantin dont les ficelles sont tenues par d'autres. Parce que vous avez remis votre paix intérieure entre les mains de quelqu'un d'instable. Alors il faut poser la question, est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce une dépendance chimique entretenue par un mécanisme de frustration? C'est dur à entendre, mais nécessaire. Parce que tant que votre cerveau sera en recherche de preuves que vous comptez, vous ne pourrez pas sortir du cercle. Il faudra un choix conscient, un travail actif, une rupture mentale. Et cela ne viendra pas du silence de l'autre. Cela viendra de votre propre décision de désactiver la boucle. Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » La force ne viendra pas quand il vous parlera à nouveau. Elle viendra quand vous n'aurez plus besoin qu'il parle. Mais pour désactiver le piège, il faut un outil, une vision, une discipline intérieure. Et c'est là que le stoïcisme devient une arme précieuse. Car il propose une autre manière de répondre au silence. Une manière ferme, calme et puissante. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Imaginez Marc Aurèle, empereur de Rome, confronté au silence d'un proche, au mépris calculé d'un sénateur, ou à la trahison froide d'un allié. Comment aurait-il réagi? Loin de s'effondrer, il aurait observé, analysé, puis répondu, non par la colère ou le besoin de validation, mais par une maîtrise intérieure absolue. Car c'est là tout l'art stoïcien, ne pas donner à autrui le pouvoir de troubler notre paix. Lorsque le narcissique vous ignore, tout en vous hurle réagit. L'ego veut une explication. Le cœur réclame une réparation. L'esprit cherche une issue. Mais le stoïcien ne répond jamais par le réflexe. Il répond par la compréhension. Et ce que vous vivez, aussi douloureux soit-il, est en réalité un test de souveraineté personnelle. Un test que des hommes comme Épictète ont affronté dans des conditions infiniment plus dures, sans jamais céder leur paix intérieure. Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Vous êtes ignoré? Ce n'est pas l'ignorance qui vous détruit. C'est l'interprétation que vous en faites. C'est cette croyance, profondément ancrée, que l'attention de l'autre définit votre valeur. C'est cette construction mentale qui fait du silence une souffrance. Le stoïcien, lui, démonte la structure. Il retire les émotions parasites. Il isole le fait brut. Cette personne ne me parle pas. Point. Ni trahison, ni humiliation. Juste un fait. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. Mais cette liberté s'apprend. Elle se construit par l'exercice quotidien du discernement. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les autres sont fous qu'il faut renoncer à la raison. Quand le narcissique se tait, il attend souvent une réaction. Une blessure. Un sursaut. Il veut vous voir souffrir, douter, courir. Il veut prouver qu'il a du pouvoir. Le stoïcien, lui, ne donne pas ce plaisir. Il ne nie pas la douleur, mais il refuse qu'elle devienne un guide. Il observe, puis il choisit. Et ce choix est radical, car il implique de reprendre la totalité de sa souveraineté émotionnelle. Cela signifie ne plus attendre, ne plus espérer de reconnaissance extérieure,
Accepter le manque. Le traverser. Et comprendre que ce vide apparent est une chance. Une porte vers une paix que personne ne pourra plus jamais vous retirer. Marc Aurèle écrivait dans Pensée pour moi-même. Commence chaque journée en te disant que tu rencontreras des ingrats, des arrogants, des fourbes. Mais cela ne doit pas t'étonner, car ce sont là les lois de la nature humaine. Il ne disait pas ça pour devenir cynique. Il disait ça pour être préparé. Préparé à ne pas être surpris. À ne pas être dévasté par l'attitude des autres. Car celui qui attend d'autrui justice, amour ou fidélité constante se condamne à une forme de servitude. Il y a dans l'approche stoïcienne une vérité dure, mais libératrice. Vous ne devez rien attendre de personne. Non pas parce que le monde est froid, mais parce que tout ce que vous attendez devient une corde autour de votre cou. Chaque silence devient alors une strangulation. Et ce n'est pas viable. La psychologie moderne rejoint cette sagesse antique. Les thérapies de type ACT, acceptation et engagement, enseignent que résister à la souffrance renforce la souffrance. Tandis qu'accepter l'émotion, la laisser être là sans la nourrir, réduit son pouvoir. C'est exactement ce que les stoïciens pratiquaient, il y a 2000 ans. Ce que Marc Aurèle faisait en pleine guerre, ce qu'Épictète enseignait enchaîné, regarder la douleur, sans s'y identifier. Et c'est ce que vous pouvez faire, ici, maintenant. Vous pouvez dire, ce silence me touche, mais il ne me définit pas. Vous pouvez ressentir le vide, et ne pas le fuir. Vous pouvez rester là, dans cet espace inconfortable, et y découvrir une force que vous n'avez jamais soupçonnée. Car c'est dans ce creux, dans ce manque, que peut naître la vraie autonomie. Le narcissique, en vous ignorant, veut que vous perdiez le contrôle. Il veut que vous tombiez dans le piège du besoin. Il veut que vous réclamiez. Mais plus vous entrez dans la discipline stoïcienne, plus vous devenez imprévisible, intouchable. Et c'est là que la dynamique change. Car un narcissique ne peut manipuler que celui qui cherche quelque chose. Celui qui ne demande plus rien devient une énigme. Un mur. Une force. Mais attention. Le stoïcisme n'est pas une armure émotionnelle froide. C'est une philosophie de la clarté. Vous n'avez pas besoin de jouer l'indifférent. Vous avez juste besoin de ne plus être dépendant. De reprendre, pas à pas, chaque morceau de votre souveraineté. Cela ne se fait pas en un jour. Mais chaque instant où vous ne répondez pas, où vous ne craquez pas, où vous ne fantasmez pas un retour, est une victoire silencieuse. Car au fond, vous n'êtes pas face à un simple silence. Vous êtes face à un appel. Un appel à retrouver votre axe. À redevenir l'auteur de votre paix. À redevenir, comme le disait Épictète, le maître de vous-même dans un monde que vous ne contrôlez pas. Et si vous voulez ancrer cette force en vous, il va falloir des outils. Concrets, validés. Des stratégies tirées de la psychologie moderne. Car le stoïcisme pose les fondations. Mais pour bâtir, il faut des gestes. Des actes. Des ruptures mentales. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. À ce stade, vous avez compris que le silence du narcissique n'est pas un oubli. C'est une stratégie. Un pouvoir. Une manipulation douce mais implacable. Et maintenant, une question vous brûle de l'intérieur. Comment en sortir? Comment reprendre le contrôle? Pas dans 6 mois. Pas après une thérapie longue. Mais maintenant. Parce que vous le sentez, votre énergie se vide, vos pensées tournent en boucle, votre valeur s'effrite. Il est temps de reprendre votre axe. Et la bonne nouvelle, c'est que la psychologie moderne n'est pas silencieuse, elle. Elle vous donne des leviers puissants, validés, documentés. Commençons par un chiffre. D'après une étude de l'Université de Stanford publiée en 2021, les victimes de silent treatment prolongé mettent en moyenne 9 à 18 mois à se reconstruire émotionnellement, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une méthode précise de désactivation mentale. Ce délai chute à moins de 3 mois lorsqu'une personne applique un protocole actif de détachement cognitif et de restructuration émotionnelle. Autrement dit, la douleur n'est pas fatale, elle est réversible. Mais pas avec le temps. Avec l'action. La première stratégie validée par les chercheurs en psychologie comportementale, c'est ce qu'ils appellent la reconnexion aux repères internes. Quand quelqu'un vous ignore, votre cerveau s'accroche frénétiquement à l'extérieur pour se stabiliser. Mais la clé est dans l'inverse, ramener l'attention vers vous. Tous les jours. À heure fixe. Par des gestes simples. Respirer profondément. Écrire. Ressentir. Se recentrer. Il a été prouvé que tenir un journal pendant 10 minutes par jour permettait de diminuer les ruminations de 42% au bout de 2 semaines. Parce que le cerveau, quand il structure par écrit ce qu'il vit, commence à reprendre autorité sur ses pensées. Deuxième levier, la neuroplasticité par l'environnement. Une étude de l'Université de Harvard menée sur 450 adultes en 2020 a démontré que le simple fait de changer consciemment son environnement physique, lumière, musique, espace,
routine, réduit le stress émotionnel associé à une rupture ou à un rejet. Pourquoi? Parce que le cerveau associe des lieux, des sons, des objets à des souvenirs émotionnels. Si vous restez dans le même décor que celui de l'attente, vous alimentez l'ancrage. Si vous bougez, vous court-circuitez la boucle. Mais ce n'est pas suffisant. Le vrai piège du narcissique, c'est qu'il occupe l'espace mental. C'est pourquoi la thérapie d'exposition cognitive est si puissante. Il ne s'agit pas d'oublier la personne. Il s'agit de changer ce que vous associez à elle. Là où il y avait fascination, créez du neutre. Là où il y avait désir, créez du recul. Cela passe par l'analyse froide de vos souvenirs. Prendre une photo mentale de chaque moment où il vous a ignoré, blessé, menti. Et ne pas embellir. Ne pas justifier. Regardez avec lucidité. Parce que l'attachement n'est pas nourri par la réalité, mais par la mémoire émotionnelle. Si vous ne nettoyez pas les souvenirs, ils vous contrôlent. C'est aussi là qu'intervient une pratique puissante, validée par des dizaines d'études cliniques, le recadrage narratif. La façon dont vous racontez ce qui vous arrive détermine votre futur. Si vous dites « il ou elle m'a détruit », vous devenez victime. Si vous dites « c'était une leçon brutale, mais je me relève », vous redevenez acteur. Le cerveau intègre ce que vous répétez. Et selon les recherches du Dr Joe Dispenza, expert en neurosciences comportementales, le langage interne transforme la chimie du cerveau en moins de 21 jours. Vous êtes littéralement capable de reprogrammer votre perception par les mots. Mais il y a une difficulté majeure, la rechute émotionnelle. Le moment où vous croyez avoir tourné la page, et où un message arrive. Un signe. Un rappel. Le piège est rouvert. Et vous retombez. Là aussi, la psychologie moderne a un outil, le plan d'urgence cognitif. Il s'agit de prévoir à l'avance votre réponse à la tentative de recontact. Pas dans l'émotion. Dans la lucidité. Écrire noir sur blanc, s'il ou elle revient, voici ce que je dirai. Voici ce que je ferai. Voici comment je me protégerai. Parce que dans le feu de l'instant, sans préparation, vous replongez. Et chaque rechute vous affaiblit. Les thérapies de type TCC, thérapie cognitivo-comportementale, insistent aussi sur un point essentiel, la reconquête identitaire. Quand un narcissique vous ignore, vous commencez à douter de tout. Ce que vous valiez, ce que vous avez donné, ce que vous êtes. Et vous commencez à vous définir à travers ces silences. C'est le poison. Il faut recréer votre identité, non pas en opposition, mais en expansion. Que aimez-vous profondément? Qu'avez-vous mis de côté? Où est votre créativité? Votre puissance? Le narcissique vous a peut-être effacé de son monde, mais vous pouvez vous recréer dans le vôtre. Enfin, une stratégie méconnue, mais utilisée dans les cliniques de traitement des relations toxiques, la stratégie du no-contact symbolique. Même si vous n'êtes pas en contact réel avec la personne, vous devez couper les liens symboliques. Arrêtez de parler d'elle, de penser à travers elle, de chercher à comprendre ses silences. Ce détachement symbolique est un acte énergétique profond. Il dit à votre esprit, je reprends le pouvoir. Et ce geste, aussi invisible soit-il, crée une dynamique nouvelle, une puissance tranquille, celle de la personne qui ne cherche plus à être comprise, mais à se comprendre. Et c'est là que tout change, car vous ne serez plus jamais la même personne. Ce que vous traversez, si vous l'utilisez, peut devenir une forge, à feu qui ne vous consume pas, mais qui vous affine. Car au fond, le silence du narcissique vous offre une chance, celle de ne plus jamais laisser qui que ce soit définir votre valeur. Mais cette renaissance demande une dernière étape, une étape intérieure, celle de la transmutation. Non plus simplement résister ou s'éloigner, mais transformer l'épreuve en force. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Il y a un moment où l'on ne cherche plus à comprendre pourquoi l'autre agit ainsi, où l'on ne cherche plus à se justifier, à interpréter, à attendre. Ce moment, c'est une fracture, une déchirure, mais c'est aussi un basculement. Parce qu'au fond, vous le sentez, ce silence, cette manipulation, cette douleur, tout cela a été un déclencheur. Un miroir, une épreuve. Et maintenant, la question n'est plus « pourquoi il m'ignore ?» La vraie question, la seule qui compte, c'est « qui suis-je devenu grâce à ça ?» Car oui, ce n'est pas une chute. C'est une ascension. Invisible, lente, douloureuse. Mais réelle. La transformation ne commence jamais quand tout va bien. Elle commence quand vous êtes à genoux. Quand vous vous demandez si vous allez tenir. Quand votre esprit hurle de confusion, que votre cœur est en miettes et que votre dignité ne tient plus qu'à un fil. C'est là, précisément là, que la mue commence. Et elle n'est pas belle. Elle est brute, elle est silencieuse, elle est solitaire. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est de se tenir droit, même lorsqu'il chute. »
Le silence du narcissique n'était pas là pour vous faire tomber. Il était là pour vous forcer à vous redresser autrement. Par vous-même. Et si vous regardez bien, ce que vous avez traversé, ce que vous ressentez, ce que vous avez appris, c'est déjà une forme de résurrection. Parce que vous avez compris. Vous avez vu les ficelles. Vous avez vu l'illusion. Vous avez senti que ce que vous appeliez amour n'était peut-être qu'une dépendance. Que ce que vous appeliez lien était peut-être une corde autour de votre propre gorge. Et qu'en coupant cette corde, vous n'êtes pas en train de perdre quelqu'un. Vous êtes en train de vous retrouver. Freud disait que la guérison passe par la remémoration, l'analyse et la répétition transformée. Vous avez déjà fait les 2 premières étapes. Vous avez revu les moments. Vous avez compris les schémas. Il ne vous reste plus qu'à ne pas rejouer la scène. Ne pas retourner vers cette absence déguisée en promesse. Ne pas chercher un sens dans un comportement insensé. Et surtout, ne plus jamais confondre indifférence avec puissance. Car l'indifférence d'un autre n'est pas la mesure de votre valeur. C'est ici que vous devenez un maître de vous-même. Pas par vengeance. Pas pour prouver. Mais parce que vous n'avez plus besoin. Vous ne cherchez plus à guérir en dehors. Vous ne cherchez plus à faire comprendre à l'autre ce qu'il vous a fait. Vous n'attendez plus d'être validé. Et dans ce vide, dans cet espace que son silence a creusé, vous bâtissez. Une vision. Une force. Une nouvelle manière d'être. La science vous le confirme. Les cerveaux ayant traversé une forme de trahison émotionnelle et ayant appliqué des protocoles de résilience deviennent plus stables, plus empathiques, plus structurés. L'étude de 2019 de l'Université de Cambridge a révélé que les personnes ayant guéri de relations toxiques développent une activité cérébrale accrue dans les zones liées à l'intuition et au discernement. En d'autres mots, vous devenez plus lucide, plus rapide, plus libre. Et dans cette nouvelle version de vous, il n'y a plus de place pour les jeux malsains. Vous n'enviez plus les masques. Vous ne courez plus après l'amour confus. Vous ne quémandez plus la reconnaissance. Parce que vous l'incarnez. Parce que vous avez traversé l'absence, et que vous en avez fait une présence. La vôtre. Carl Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le silence du narcissique vous a peut-être plongé dans un rêve. Un cauchemar même. Mais vous êtes en train de vous réveiller. Et dans cet éveil, vous comprenez, ce n'était pas lui, ou elle, le vrai sujet. C'était vous. Ce que vous aviez oublié. Ce que vous n'osiez plus ressentir. Ce que vous deviez apprendre. Ce que vous aviez à reconstruire. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un témoin. Et bientôt, un guide. Car ce que vous venez d'apprendre, ce que vous venez de traverser, vous donnera des mots. Des réponses. De la clarté. Pour aider d'autres à s'éveiller. Pour montrer qu'il y a un chemin. Et qu'il commence toujours par une fracture. Alors prenez un instant. Respirez. Fermez les yeux. Et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je ne referai plus jamais? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et sentez cette réponse monter, doucement. Ce calme, cette présence, ce centre. Vous êtes en train de renaître. Et cette fois, vous n'êtes plus en quête d'attention. Vous êtes en chemin vers la puissance silencieuse. Celle qui ne dépend plus de personne. Celle que personne ne pourra plus jamais vous voler.